Sartre, qui, dans la foulée du philosophe Heidegger, disait que l'homme est un projet, une invention. L'homme n'a pas d'essence, de nature. Il n'a plus de définition. L'homme ne se définit plus comme étant un homme. C'est quoi l'homme désormais? C'est ce que en allemand Heidegger appelle le Dasein, c'est-à-dire un être là. Un être là jeté dans le monde. Un être là jeté dans le monde. Il existe. En jouant sur le mot, sur l'étymologie du mot existere, extériorisation, sistérer, se situer, il est donc hors de soi. Voilà. L'homme est hors de soi. Et donc, le XXe siècle a jeté vraiment l'homme, n'est-ce pas, dans un univers sans signification. Désormais, il s'agit pour l'homme de s'inventer, de trouver un sens. Il trouve un sens en se jetant dans une action qui est une aventure, au terme de laquelle il risque lui-même de ne plus se reconnaître comme un être humain. C'est un peu la tragédie de l'homme moderne, de l'homme contemporain. Ceci dit, ce qui est aussi à l'origine de cette grande rupture dans l'histoire de la pensée humaine, ce fut aussi le rejet de la pensée moderne. C'est quoi la pensée moderne? C'est la pensée issue du cogito ergo sum de Descartes, du je pense, donc je suis. Voilà, je pense, donc je suis. La pensée, désormais, commande la réalité. La réalité dépend de ce que je pense. Autrement dit, ce qui est n'est qu'en tant que pensée, en tant que conçu, en tant qu'invention. L'existence n'est plus l'existence d'un être qui se trouve face à l'intelligence, que l'intelligence, qui éveille l'intelligence à elle-même, justement. Vous voyez, la réalité, c'est au contact de quoi l'intelligence s'éveille à elle-même. Parce que l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence de soi, c'est l'intelligence de ce qui est. Et le philosophe n'a de cesse que de s'interroger sur la nature de ce qui est. Parce que ce qui est se présente à lui, au premier philosophe, dès l'aurore de la pensée grecque, comme ce qui change. Ce qui change. De telle manière que si tout change, tout périt. Et si tout périt, comment se fait-il que cela dure encore? Comment se fait-il que tout n'est pas péri? Donc c'est là la grande pensée des Grecs à l'aurore de la philosophie, en Grèce. Tout ce que je dis. J'attire votre attention sur cette pensée du XXe siècle de la déconstruction, parce que les conséquences, vous comprenez, sont très pratiques et concrètes. S'il n'y a plus de nature humaine, si l'homme n'est plus l'homme, quand je tue le voisin, je ne tue personne, quoi. La mort devient un concept. Or, c'est bien la mort qui nous pose problème, parce que la mort, n'est-ce pas, voilà ce qui fait le ressort, ce qui est le ressort de la pensée humaine. Et le philosophe n'est là que pour servir cette pensée, en étant fidèle à la réalité, justement. Il ne faut pas que l'intelligence qui réfléchit déforme la réalité. Il ne faut pas que l'intelligence conçoive le réel. Il faut que l'intelligence se laisse nourrir par la réalité. D'ailleurs, intelliger, en latin, signifie intus legere, lire à l'intérieur. C'est lire à l'intérieur des choses, lire à l'intérieur de soi. Et c'est plus que lire à l'intérieur de soi-même, que lire à l'intérieur des choses. Parce que lire à l'intérieur des choses, c'est lire ce qui est à l'extérieur. Il ne faut pas être un grand philosophe pour se rendre compte qu'un caillou, c'est là, devant moi, et que les choses sont devant moi, indépendamment du fait que je les pense. Elles étaient d'ailleurs déjà bien longtemps avant qu'un homme puisse les penser, ces choses. Et donc les choses ne sont là, non pas parce qu'on les pense, mais parce qu'elles sont. Et le mystère de l'être, voilà ce qui fait le ressort de l'interrogation métaphysique, de l'interrogation philosophique. Et donc, tout ce que je viens de vous dire nous sert justement pour réfléchir sur ce
ce qu'est l'intelligence artificielle à la lumière de ce qu'est l'intelligence tout court, pour voir quel est le rapport de cette intelligence artificielle à ce que j'appelle l'intelligence naturelle. Et vous avez vu qu'en sous-titre, il y a aussi science et sagesse. Et nous verrons que cette différence entre science et sagesse nous aidera à comprendre la différence qu'il y a entre intelligence artificielle et intelligence naturelle. Je pars de cette apparition de l'intelligence artificielle et qui constitue un incontestable progrès dans l'histoire de la pensée, de l'histoire de la science et des techniques. Ces applications ouvrent des perspectives immenses dans tous les secteurs d'activité, sur divers aspects de la vie quotidienne, le travail, l'étude, la santé, l'environnement, des services à la personne, sur la vie économique, politique, culturelle, sociétale. Bref, on ne peut que s'en féliciter et souhaiter que l'on fasse de l'intelligence artificielle un bon usage. Mais l'intelligence artificielle pose aux philosophes la question de savoir si elle ne va pas remplacer l'intelligence naturelle tout court et remettre en question la définition classique de l'homme, sur laquelle j'ai insisté, comme étant un vivant doté de logos, zoon, ekon, logon, doté de raison. C'est pourquoi je me propose ici avec vous non point d'analyser les avantages pratiques issus de l'apparition de l'intelligence artificielle, mais de m'interroger avec vous sur la nature de l'intelligence, puisque vous trouverez beaucoup de données concernant les applications possibles. Il ne suffit pas en effet de comprendre en quoi l'intelligence artificielle transforme notre société, mais en quoi elle concerne la nature de l'homme. À en croire en effet la plupart des commentateurs, l'avènement de l'intelligence artificielle va modifier et transformer l'homme en profondeur, c'est-à-dire substantiellement, conformément, comme je l'ai dit, à cette déconstruction ambiante de la nature. Il s'agit de se demander si l'intelligence est ce qui distingue l'homme de la machine, comme elle le distingue de l'animal, sans raison, ou si la machine va produire l'homme et le remplacer, comme le projet du surhumanisme, etc. Le projet est prométhéen. Le rêve du savant fou qui veut faire de l'homme le créateur de l'homme semble pouvoir se réaliser. Et le docteur Frankenstein est sur le point de triompher. Mais son triomphe peut le dévorer, comme dans l'histoire. La science risque de devenir mythogène, d'engendrer des mythes, à force de vouloir tout expliquer. Et elle risque de devenir et elle devient mythogène quand le savant outrepasse ses droits en jouant au philosophe, en confondant finalement science et sagesse, si vous voulez. La pensée philosophique a voulu se calquer depuis Descartes sur la science physico-mathématique de Galilée et tirer de la science les normes de l'agir humain. La frontière entre science et sagesse s'efface à partir du moment où l'homme acquiert un pouvoir qu'il exerce sur le monde et sur lui-même, faisant de lui, selon la fameuse formule de Descartes, le maître et le possesseur de la nature. Dans ce dessin, le savoir scientifique se substitue à la sagesse pour aboutir à un savoir pratique. Le savoir pratique, cependant, peut revêtir deux sens, celui de faire et celui d'agir. Faire, en grec, se dit poiein, qui a donné le mot poésie. Poésie, c'est la production d'une œuvre. Production soit d'un objet utile, une table par exemple, et c'est alors une techné au sens de technique,
ou de produire un objet beau, un tableau, au sens alors d'œuvre d'art. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est produit demeure extérieur à celui qui le produit. La table, pour le menuisier, reste dehors, la Joconde reste à l'extérieur, disponible à tous les regards. Agir, en revanche, pratein en grec, se distingue de faire, du poiein, en ce sens que le résultat de l'action n'est plus un produit extérieur, mais demeure dans le sujet qui agit. Servir autrui, par exemple, c'est devenir meilleur, c'est être généreux. Donc l'acteur se transforme lui-même. Le résultat de son action reste en lui. Tuer, par exemple, c'est causer un mal et devenir un assassin. Agir a donc un sens éthique et non technique. Et il faudra prendre soin de ne pas confondre les deux. Quelle que soit son action, l'homme se révèle à lui-même comme un être doté de raison, de logos, qui lui permet de comprendre ce qu'il peut faire et comment agir. Toutefois, en agissant, il se heurte à une limite. L'agir présuppose l'être. Bon, la notion d'être, si vous voulez, en général, c'est ce qui résiste au non-être, si vous voulez, ce qui résiste, ce qui fait que quelque chose demeure sous ce qui change constamment. Je n'insiste pas sur cet aspect des choses. Mais il y a un adage latin qui explique que l'agir ne précède pas l'être, mais le suit. Agitur, sequitur, esse. Par son action, en effet, l'homme ne peut produire son être, sa nature, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez, comme il produit une table ou un tableau. Il est déjà là. Et pour agir, en effet, il faut être. Or, précisément, ce qui distingue la connaissance scientifique de la sagesse philosophique est qu'elle ne s'interroge pas sur ce qui est en tant qu'être, sur la nature des choses en profondeur, mais sur ce qui est en tant que mesurable et par conséquent maîtrisable. Il s'ensuit que le savant cesse d'être sage dès lors qu'il entreprend d'agir à l'aune du pouvoir que lui donne la science et la technique, c'est-à-dire le pouvoir de se transformer lui-même et de dépasser sa nature, produisant autre chose que de l'homme, un monstre, Frankenstein. Ce que nous venons de dire nous permet de distinguer l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle sur laquelle nous reviendrons. Le mot intelligence signifie étymologiquement intus legere, lire à l'intérieur de soi et des choses, nous l'avons dit. L'intelligence humaine révèle l'homme à lui-même en s'éveillant au contact du monde sensible. Ce qui veut dire que l'homme n'est pas qu'un cerveau juché sur des béquilles, mais une intelligence dans un corps. Ici, bon, il faudrait parler de cette conception illémorphique qui était l'apport du philosophe Aristote, qui concevait que tout ce qui est composé d'une matière et d'une forme. Bon, je n'insiste pas là-dessus. En effet, l'homme est doté d'un corps, de chair et d'os. Rien ne se trouve dès lors dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. S'il n'en était pas ainsi, si l'intelligence n'accédait pas aux choses qui se présentent aux facultés sensibles, elle resterait sans vie. Elle cesserait d'être intelligence, d'être elle-même. Et l'homme ne serait plus ce vivant doté de raison, de logos. Il resterait plongé dans les ténèbres d'une ignorance insurmontable, parce qu'il ne pourrait pas connaître justement ce qui s'offre à lui de l'extérieur, les choses. Or, l'intelligence
naturelle, comme je le dis, c'est-à-dire avec laquelle l'homme naît et connaît. Naître vient de natus, nascere, natus, nature. L'intelligence naturelle, c'est-à-dire ce avec quoi l'homme naît et connaît, naît avec, en s'éveillant à elle-même grâce au concours des sens, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde, s'interroge aussitôt sur le mystère d'une présence, la présence d'un autre qu'elle, une chose donnée là, extérieure à elle. L'intelligence appréhende donc ce qui se présente à elle comme ce qui est, pour ainsi dire, tombé en elle en même temps qu'elle s'interroge sur la réalité de ce qui est, sur la vérité d'une chose. Une chose, en latin, se dit res, et la res résiste à se laisser assimiler à sa représentation. Le peintre Magritte, que je cite souvent, illustre cette vérité en nous donnant un exemple inoubliable que vous connaissez. Après avoir dessiné une belle pipe, il se sent obligé d'écrire au-dessous de son dessin une légende affirmant « ceci n'est pas une pipe ». En effet, la pipe représentée par les traits de l'artiste, aussi parfaite soit-elle, n'est pas la pipe réelle. Oui, c'est donc très important de bien saisir cela. De même, les sciences n'appréhendent pas l'être des choses, mais uniquement leur aspect quantifiable, c'est-à-dire mesurable. En ce sens, la raison scientifique n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle, tournée vers ce qui est en tant que cela est réellement. Elle se fonde sur le calcul et n'appréhende tout qu'à travers le calcul. Un calcul mené à son plus haut degré de sophistication par les mathématiques, de sorte que l'erreur se réduit à une faute de calcul, c'est-à-dire une faute intolérable et impardonnable, et ne laisse plus la porte ouverte à la tolérance, car l'erreur n'est pas uniquement une erreur de calcul, mais elle consiste à dire que ce qui n'est pas est, ou à nier que ce qui est soit. Le rapport au réel. Qui est. Donc, la science prend l'exact pour le vrai. En ce sens, elle n'est pas sagesse, elle ne pense pas. La science ne pense pas, disait justement le philosophe Heidegger que j'ai cité tout à l'heure, en voulant mettre l'accent là-dessus sur le fait que penser ne se réduit pas à calculer. La raison ne se réduit pas à la raison calculatrice du savant. La science, donc, calcule et considère l'exact comme le vrai, à savoir comme ce qui réduit le réel au mesurable. La vérité, donc, n'est plus l'accord de l'intelligence avec le réel, comme elle était définie classiquement par les philosophes depuis Aristote, depuis les Grecs, on peut dire, adequatio rei et intellectus. La réalité s'évapore en poussière d'équations. Devenue quantifiable, elle est ce qui peut se diviser ou se multiplier à l'infini, car le calcul permet d'aller toujours plus loin dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, sans jamais se heurter à l'indivisible, c'est-à-dire à ce qui résiste à la division, la réalité. Que la réalité, quand bien même elle serait composée d'éléments multiples, elle ne serait qu'une, en ce sens que Socrate, la réalité de Socrate, c'est cet ensemble de tout ce qui compose un corps humain, plus son intelligence, sa mémoire, sa volonté, etc. Ainsi, un atome cesse d'être atomique, c'est-à-dire indivisible, en se divisant en particules élémentaires
lesquelles sont susceptibles à leur tour de se diviser mathématiquement en particules plus élémentaires encore, tant que le calcul le permet. La division indéfinie de ce qui est mesurable, calculable, rend ainsi possible une combinatoire universelle des unités de mesure que l'on peut associer ou dissocier à loisir, et ce sera, on verra, le rôle de l'algorithme. La complexité devient donc la règle au détriment de la simplicité devenue inaccessible. Puisque tout se divise, on n'arrive pas à accéder au caractère indivisible de ce qui est réellement. L'intelligence artificielle, précisément, résulte de la performance extraordinaire du calcul. On verra que c'est l'impérialisme, comme je le dis, du 0,1. 0,1. Hein. Bon, on y reviendra. Mais si, pour le physicien, cette division peut se poursuivre à l'infini, grâce au calcul infinitésimal, si on veut, pour le métaphysicien, elle s'arrête à la réalité une et indivisible de ce qui est, à la res, la chose qui résiste à la division. Ce qui est ne se réduit pas, cependant, à sa mesure, à cette définition, à sa représentation comme la pipe, à une équation mathématique, finalement. Ce qui est, c'est ce qui résiste à l'imaginaire, finalement, au concept, à la représentation. Les scientifiques ont tendance à regarder de haut ce réalisme, qu'ils qualifient de naïf. Avec Descartes, on l'a dit, la connaissance scientifique a été érigée en paradigme de la philosophie moderne du sujet pensant. Or, la connaissance philosophique du réel n'a rien à voir avec ce cogito ergo sum pour la pensée qui remet en question justement cette tradition du cogito. La connaissance scientifique ramène tout aux chiffres, mots, c'est intéressant de le souligner, qui tire son origine de l'arabe zifr, qui signifie zéro. Intéressant. Ce qui pour elle est toute la réalité. Tout est en chiffres, tout est mis en chiffres. Car elle n'appréhende que l'aspect quantifiable d'une chose, mesurable, non l'être substantiel, sa réalité intime, indivisible, indestructible, si l'on veut. La raison calculante, la mensurante, c'est-à-dire l'esprit qui se réduit à mesurer, en réduisant le réel au nombre, ne renvoie donc à rien, renvoie aux zifres, aux chiffres, aux zéros. Désormais, tout ce qui est réel est devenu rationnel, et tout ce qui est rationnel, réel, comme étant mesurable. Or, mesurer le réel à l'aune du nombre, c'est le vider de tout contenu substantiel. Sauf à identifier, comme l'avait fait le philosophe Pythagore, le nombre à la réalité. Pour Pythagore, le nombre, c'est le réel, c'est le nombre. C'est donc intéressant à souligner. Or, il ne s'agit plus alors de connaître la vérité des choses dans ce cas-là. Le contact direct avec les choses, en tant qu'elles sont, disparaît. Le savant, en effet, ne se pose pas la question « qu'est-ce que l'être ?» Il demande combien ça mesure, combien ça pèse, au pire, combien ça coûte. Autrement dit, la science a désenchanté le monde. Le philosophe, toutefois, continue de s'émerveiller. Il a gardé la simplicité d'une âme d'enfant. À ses yeux, les choses ne sont pas ce que l'on dit qu'elles sont. Elles sont, et sont ce qu'elles sont, tout simplement. Un chien n'est pas un chat. La question fondamentale est pour lui, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? C'est ça la vraie question. Cette caractéristique
de l'intelligence naturelle la distingue radicalement de l'intelligence artificielle. Cette dernière, en effet, est dépourvue d'un corps vivant, la mettant en contact avec le monde réel, sensible, et demeure étrangère aux choses extérieures, réduites à des signes, au nombre, au mesurable, vidée de tout contenu substantiel. Le mathématicien anglais Alan Turing, pionnier de l'intelligence artificielle dès les années 1940 à 1950, illustre ce que nous venons de dire. La recherche s'est depuis vite développée pour aboutir aux résultats que l'on sait avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il est l'auteur du fameux test portant son nom, consistant à demander à un sujet de poser des questions face à un rideau cachant un homme et un ordinateur. Le test visait à montrer comment un ordinateur doté d'intelligence artificielle pouvait imiter les réponses d'un humain dans les circonstances données. Si la personne testée n'arrivait pas systématiquement à déterminer si c'est un ordinateur ou une personne qui répond, c'est l'ordinateur qui est réputé avoir réussi le test. Ce test a été conçu pour évaluer quand et comment un ordinateur programmé pour dialoguer, pour raconter des histoires et s'engager dans des conversations ouvertes pourrait passer pour un humain. Ainsi, certains chercheurs sont allés jusqu'à conclure à la possibilité pour le ChatGPT ou chatbot, c'est-à-dire un robot causeur, chatbot. C'est tellement plus joli de dire robot causeur que chatbot, mais on a choisi de parler en anglais. Bon. Donc, apporter des réponses à des interrogations concernant l'identité de soi, concernant les valeurs morales, voire religieuses. Il suffirait tout simplement de développer des algorithmes d'apprentissage profond permettant de générer des textes semblables à ceux qu'un humain prononcerait. Cela exige un traitement de l'information constitué d'un corpus de textes composé de milliards de mots. On l'a évalué jusqu'à 1 trillion 56, incluant donc des documents et des dialogues. Un robot causeur peut ainsi être capable de produire des réponses rapides. Le mot robot, il est intéressant de le rappeler ici, vient du tchèque robota, qui signifie travail, corvée, besogne. Il apparaît pour la première fois en 1920 sous la plume d'un auteur de science-fiction, le dramaturge Karel Čapek, pour le citer. Mais l'idée se trouve déjà dans la conception du corps-machine conçu par Descartes et de l'homme-machine imaginé par Lamétrie au XVIIIe siècle. Pour le cartésianisme, la doctrine de Descartes, pour le cartésianisme, le corps, qu'il appelle l'étendue, est séparé de l'âme, c'est-à-dire de la pensée, pour lui, de sorte que l'âme n'est plus ce qui anime le corps. Il y a donc ici déjà une séparation entre l'esprit et la matière, le corps et l'âme. Mais déjà, et bien plus tôt au Moyen-Âge, une doctrine s'était imposée, celle du philosophe Averroès, qui prit au XIIIe siècle la forme de ce qu'on appelle l'avéroïsme latin et soutenait l'existence d'un intellect unique pour toute l'humanité, détaché de toute réalité corporelle, pensant à la place de chacun. Un rapprochement serait ici à faire avec l'intelligence artificielle, totalement impersonnelle, universelle, incorporelle et unique. Nous nous contenterons ici de l'indiquer pour en développer les conséquences. L'intelligence
artificielle, donc incorporelle, désincarnée, si vous voulez, n'a en effet aucun contact avec le monde réel perceptible par l'essence de l'homme, de l'être humain, composé d'un corps et d'une âme, si on veut. Un robot n'est pas un corps vivant. Il n'est pas incarné comme l'homme. Il n'a pas nos 5 sens. C'est une mécanique insensible à toute présence réelle. Une personne humaine, elle, peut regarder dans la même direction qu'une autre et faire la même expérience sensible d'une réalité donnée. Cela s'explique par le fait qu'en tant qu'intelligence incarnée, elles perçoivent avec le sens de la vue la même chose et peuvent la reconnaître comme telle en lui donnant un nom pour en parler et communiquer entre elles. Au besoin, l'une d'elles peut demander à l'autre si elle voit bien ce que l'autre voit, et si les deux tombent d'accord, elles peuvent juger alors qu'elles parlent bien de la même chose, qui est réellement là sous leurs yeux. Cela est possible parce que les êtres humains peuvent partager une parole vivante. Toutefois, la réalité des choses ne se réduit pas à ce que l'on en dit, à un mot, à une représentation, comme la représentation de la pipe, et moins encore à un chiffre. Respirer ou tuer ne sont pas que des mots. Les caractéristiques de l'intelligence naturelle est d'appréhender le réel en le distinguant de sa représentation, comme on l'a vu, parce qu'elle est l'intelligence d'un être fait de chair et d'os, c'est-à-dire d'un homme dont la nature est d'être un vivant, un zoon doté de logos, de raison. Le langage n'est donc pas la seule façon d'appréhender le réel. Les sens y contribuent également en révélant le monde comme étant extérieur au discours. L'intelligence artificielle recourt principalement aux algorithmes d'apprentissage. Un algorithme, c'est une méthode, une procédure, un processus qui peut être considéré comme un ensemble d'opérations ordonnées devant être suivies pour résoudre un problème. Bon, je fais bref et je n'invente rien en disant ça, je ne fais qu'emprunter la définition de l'algorithme au dictionnaire. Bon. Cela caractérise ce qui la distingue de l'intelligence naturelle, cette intelligence artificielle, qui a surgi dans le prolongement de la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles. Galilée affirmait, on l'a dit, que la nature est écrite dans le langage des mathématiques. On a vu, Descartes s'en inspira et prit pour paradigme la raison scientifique, c'est-à-dire calculatrice. Toute une civilisation en est sortie, qui a donné à la science un pouvoir discrétionnaire, embrassant tout le champ de l'agir humain, allant jusqu'à décider de la qualification morale d'un acte. Le contact avec le réel se révèle donc essentiel à la vie de l'intelligence naturelle de l'homme, doté de raison. Intelligence qui est source d'un enrichissement constant. Ce contact avec le réel est source d'un enrichissement constant. La perte de ce contact avec le monde sensible par le robot entraîne fatalement une diminution de ses performances. C'est le cas des modèles programmés par l'intelligence artificielle qui se dégradent nécessairement dans la mesure où les données utilisées doivent être puisées dans d'autres modèles similaires produits par le calcul. Dans l'état actuel des choses, leur performance dépend du contenu qui leur est fourni par les programmes existants. Ainsi, l'Internet se remplit de rapports générés par l'intelligence artificielle en se fournissant des données, pour ainsi dire, contaminées,
en se fournissant de données contaminées. Il s'agit là d'un véritable problème qu'on a identifié à une crise d'autophagie, sous le nom technique de trouble de l'autophagie des modèles, Model Autophagy Disorder. Les modèles d'intelligence artificielle entrent dans une boucle d'autophagie en se nourrissant de leurs propres produits, car ils ne peuvent s'alimenter de données offertes par le monde réel. La déficience qui en résulte montre qu'ils sont essentiellement parasités. Les robots causeurs, chatbots, n'existent qu'en tant que générateurs de langage, c'est-à-dire d'un système de signes, selon la définition qu'en donne Ferdinand de Saussure, et parlent sans savoir qu'ils parlent et à qui ils parlent. Ils se nourrissent du langage que nous codifions et leur fournissons, non de leur propre production. Leur performance, dès lors, se dégrade inévitablement. Ils sont parasitaires dans la mesure où ils dépendent du contenu fourni par un accès direct au monde auquel ils n'ont pas droit. Cette absence d'autosuffisance distingue l'intelligence artificielle, limitée à l'exploitation du savoir, de l'intelligence de l'homme incarné, seul capable de créer du savoir. Il ne peut en être autrement, car le robot causeur, le chatbot, ne produit pas le savoir, il le capitalise. Le contenu de ce savoir est produit par l'homme réel qui parle et écrit à partir et sur le monde, dont l'expérience nourrit le discours. Les robots de conversation n'ont pas cette capacité, puisque, à proprement parler, ils ne font pas l'expérience du monde réel et de l'autre, d'autrui. Leur accès au monde ne se fait pas par les sens, de manière directe. Il est médiatisé par le langage informatisé. Les êtres humains, en revanche, accèdent directement au monde par l'intermédiaire des sens, de leurs facultés sensibles. Grâce à ces dernières, ils font l'expérience de la présence réelle et antéprédicative du monde, de ses couleurs, de ses odeurs, de ses saveurs, etc. Cette présence est effective et affective. Elle n'est pas absorbée par la conceptualisation, l'informatisation, par la représentation ou un discours ne renvoyant qu'à soi, pour lequel les mots sont des signes et le langage un système de signes codifiés à déchiffrer. La raison calculante du mathématicien, de l'informaticien, produit un modèle sans rapport avec le réel. Or, ce qui a un sens pour l'intelligence naturelle appartient à la vérité des choses. Il n'est pas produit par le discours soumis au calcul, faisant abstraction des données sensibles, mais révélé à une intelligence qui s'éveille au contact de la réalité offerte au sens. Le recours au logos, à la parole, à la raison, accompagne la condition incarnée de l'homme. Nos facultés sensibles nous mettent en relation directe avec le monde physique dans lequel nous éprouvons nos propres besoins, qui sont bien réels. Or, nous ne pouvons pas survivre par nos propres moyens. Nous en faisons l'expérience. Nous avons besoin des autres, dès notre plus jeune âge. Mais, à la différence des autres animaux, les hommes sont dotés de la parole, de la raison, pour exprimer leurs besoins et recourir à l'aide des autres pour servir. La parole humaine permet aux hommes de vivre ensemble, conformément à leur nature raisonnable. Aristote, pour le citer, affirmait que l'homme, seul de tous les animaux,
possède la parole, le logos. Sa pensée s'inscrivait dans le contexte d'une discussion sur la dépendance de l'homme et sa nature sociale. Selon lui, je cite, « L'individu, lorsqu'il est isolé, ne se suffit pas à lui-même. » En fait, un individu isolé serait un dieu ou un monstre. Aristote veut dire que nous avons besoin les uns des autres pour survivre. L'homme est par nature un animal social, un vivant en société. Et le langage le définit comme tel, c'est-à-dire un vivant doté de logos, de paroles, de raison. Le langage permet de répondre aux besoins physiques et de surmonter la dépendance les uns envers les autres pour les satisfaire. Autrement dit, les mots ne renvoient pas qu'aux mots. Or, l'intelligence artificielle du chatbot demeure insensible et indifférente à cette condition incarnée de l'homme vivant. Elle est dépourvue d'affect dans le contexte de vulnérabilité qu'implique notre condition humaine de vivant doté de raison. La nécessité de soigner les malades, de nourrir les affamés, d'héberger les sans-abri, etc., exclut la solitude. En d'autres termes, l'incarnation qui sous-tend notre nature de vivant, dotée de la parole, révèle notre nature morale. On ne peut pas en dire autant de l'intelligence artificielle. Non seulement elle n'est pas autosuffisante sur le plan du savoir, puisqu'il faut qu'on lui fournisse ce savoir qu'elle capitalise, qu'elle ne produit pas, mais elle est dépourvue d'une volonté et de la poursuite du bien qui la meut. Vouloir, en effet, ne dépend pas uniquement d'un calcul statistique à partir duquel on pourrait décider. La volonté renvoie à ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Elle inclut également, donc, cette intelligence artificielle, une insuffisance morale. L'homme, cependant, se distingue du robot en ceci, qu'il est, comme nous l'avons dit et sur quoi nous avons insisté, un vivant doté de raison. Le philosophe Boès, à la fin, dans l'Antiquité tardive, définissait la personne humaine comme une substance individuelle de nature rationnelle. La substance, c'est-à-dire ce qui demeure sous ce qui passe, est remplacée par le projet d'autoconstitution de soi, grâce au mythe d'un pouvoir croissant de la technique donnant l'illusion d'un dépassement de soi qui aboutit in fine à l'autodestruction et à la disparition de la nature humaine. Celle-ci cesse d'être individuelle, c'est-à-dire indivisible, en étant déconstruite et reconstruite à loisir, au gré d'une force anonyme et agissante. L'homme n'est plus comme il naît, comme je l'avais dit, sans nature, il devient un projet, une aventure, soumis à l'impérialisme du calcul, du 0-1. Le résultat d'un calcul, donc, résolvant toutes les combinaisons possibles en une combinatoire universelle. On n'est pas loin de cet intellect commun d'Averroès qui pense à la place de chacun et qui est un intellect unique, universel, incorporel, anonyme. La raison quantificatrice, calculatrice, cesse d'être ce qui permet de penser au sens de comprendre, de lire à l'intérieur de ce qui est. Elle se confond avec le pouvoir de séparer, de diviser grâce au calcul, et non d'unir, et non de chercher ce qui fait l'unité d'un être. Or, l'intelligence naturelle de l'homme incarné est seule capable de s'interroger sur la nature de ce qui résiste à la division, à l'isolement, à la séparation et à la capacité donc d'échanger avec autrui. L'homme est un animal social grâce au don du logos, de la parole.
À la différence du robot et de l'animal, il peut s'interroger sur ce qu'il est, s'étonner que les choses soient et soient ce qu'elles sont. Un robot ignore qu'il ignore. Il ne sait pas qu'il sait et qu'il est un robot, même s'il semble qu'il peut se comporter comme un homme. Comme je l'ai dit, un âne ne sait pas qu'il est un âne, mais un homme sait qu'il peut se comporter comme tel. La conscience de soi est constitutive de sa nature. L'intelligence artificielle en est dépourvue et ne contribue à un authentique progrès que si elle se met au service de l'homme réel, non en le remplaçant, c'est-à-dire en l'asservissant. Et c'est pourquoi il reste à espérer que l'homme se comporte en être intelligent et fasse un usage de l'intelligence artificielle en la mettant au service d'une plus grande liberté intérieure. Je vous remercie de votre attention.